Deuxième rencontre nationale, énergie et territoires ruraux en Biovallée. La mobilité en milieu rural. Patrick Suche, consultant Indigo Altermodal. Bonjour, on m'a demandé d'introduire le sujet et de vous donner un certain nombre d'informations sur la mobilité, sur la façon dont elle évolue, sur la façon dont on peut la caractériser pour qu'on ait une base commune de réflexion par rapport à l'ensemble de nos échanges de ce matin. Évolution depuis un certain nombre d'années, évolution la plus marquante, c'est qu'on a un accroissement extrêmement important des distances parcourues par les habitants. Vous avez sur ce graphique l'évolution des distances et des durées de trajet parcourues par les habitants un jour de semaine. Donc vous voyez sur les 25 dernières années, en gros, la distance est passée de 17 à 25 km, c'est-à-dire un accroissement de pratiquement 50%. Cet accroissement s'est fait pratiquement à temps constant, c'est-à-dire que tous les aménagements qui ont été faits pour améliorer la circulation, améliorer les déplacements, ont été réinvestis par la population pour s'éloigner des lieux d'emploi, pour s'éloigner des écoles, etc. Donc ça, c'est une donnée importante. Autre aspect lié à la mobilité, c'est l'évolution importante par rapport à l'âge et également par rapport à l'activité. Bon, je ne vais pas trop détailler là-dessus, mais on voit qu'on a une mobilité qui décroît avec l'âge une fois qu'on a passé la barre des 45 ans environ, ce qui n'est pas forcément sans signification sur l'avenir, compte tenu du vieillissement progressif de la population. On a aussi des différences assez marquées par rapport aux revenus des personnes. Si vous regardez en bleu la mobilité locale, les gens qui ont les revenus les plus faibles se déplacent moins, ont moins d'émissions. Au-dessus d'un certain niveau de revenus, il y a une espèce de plancher. Et pour la mobilité longue distance, donc essentiellement la mobilité de week-end, la mobilité de vacances, là on a une croissance avec le revenu des habitants. Globalement, on a une stabilité assez forte des motifs de déplacement. Alors bon, si on rentre dans le détail, on va trouver des nuances. Retenons que la somme des déplacements domicile-travail et domicile-école, donc ce qui structure largement les déplacements quotidiens, représente à peu près 30% de l'ensemble de nos déplacements. Les achats représentent 15% à peu près. Bon, et puis le reste se répartit. Concernant la répartition modale, donc là vous avez sur ce graphique la répartition modale sur un certain nombre de territoires de la région Rhône-Alpes, avec à droite l'indication des modes de déplacement. Donc on voit à la fois quand même des variations, il y a une structure de base qui se ressemble un petit peu, mais quand même des variations selon les secteurs, donc comme quoi tout n'est pas prédéterminé à l'avance, et qu'il y a quand même bien un certain nombre de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Une part modale de la voiture qui est toujours très forte, mais qui aussi quand même entre un bon 50% par exemple pour l'Oisans, et pratiquement 75-80% pour des territoires comme les Bauges. Et puis, on n'en a pas forcément conscience en milieu rural par exemple, mais la marche est quand même encore aujourd'hui un mode de déplacement, heureusement, qui n'est pas totalement négligeable et qui peut représenter encore une trentaine de pourcents dans certains secteurs. Globalement, si on prend un peu de recul et si on compare les différents territoires entre eux, on a des différences assez importantes, cette fois-ci en termes d'impact, puisqu'ici on est en émissions de CO2 par habitant et par an, et on voit que c'est globalement très lié à la densité. Donc si on prend Paris, un peu, c'est pas la référence absolue, mais c'est quand même l'endroit où la densité et l'ensemble des modes de déplacement de proximité permettent d'avoir une émission globale par habitant qui est faible. Vous avez ensuite tout un tas de territoires un petit peu plus urbanisés où en gros on consomme 2 fois plus par habitant. Et puis pas mal d'autres territoires dont fait partie l'espace à dominante rurale
qui est d'ailleurs pas forcément celui qui est le plus impactant, même s'il n'est pas très loin de ça, où on est sur des niveaux d'émissions qui sont à peu près 3 fois celles qu'on a pour un habitant de Paris. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des répartitions un peu différentes d'un territoire à l'autre sur les parts modales. Il faut avoir en tête aussi que le choix modal, globalement, est très lié à la densité de population. C'est-à-dire que quand vous êtes ici sur des territoires très peu denses, vous avez une part de la voiture individuelle qui est forcément très forte. La marche, le vélo et les transports en commun qui représentent pas forcément grand-chose. Si au contraire vous êtes sur des territoires très denses, vous arrivez à faire diminuer la part de la voiture. Et puis après, bon, on n'aura pas le temps, je pense, aujourd'hui de rentrer dans les détails, mais vous avez des évolutions un peu plus nuancées selon qu'on avance. Mais il faut retenir, c'est extrêmement important, que la densité est un élément fondamental par rapport aux questions de mobilité et aux répartitions modales. Tout ça n'est pas sans effet pour la population. Donc il y a un effet économique pur. Aujourd'hui, le budget mobilité des ménages, c'est 15-20% environ, mobilité, de leur budget total. Pour certaines personnes, celles qui ont les revenus les plus faibles et qui ont des déplacements domicile-travail assez longs et effectués en voiture, on peut monter jusqu'à 30-35% du revenu annuel qui est consacré uniquement pour les déplacements, avec tous les impacts sociaux qu'on peut imaginer. Et là, vous avez la carte du taux d'effort énergétique moyen pour les déplacements domicile-travail uniquement pour les ménages, donc à l'échelle de la région Rhône-Alpes. Donc vous avez la carte aujourd'hui. Si on passe à la diapo suivante, vous avez différentes simulations en fonction de l'évolution du prix des carburants. Donc on voit qu'avec un carburant pas cher, on a un territoire rhône-alpin qui est plutôt à l'abri, même si, même à 1 euro par litre, on a quand même déjà un certain nombre de territoires, essentiellement au milieu rural, qui sont potentiellement en difficulté. Avec un carburant à 2 euros par litre, on a là cette fois-ci une grande majorité du territoire qui est concerné par un taux d'effort énergétique qui est important, et avec une petite nuance sur ce territoire-ci qui, bien qu'étant à dominante rurale, est un petit peu moins impacté par cet effort, du fait qu'il y a un certain nombre de pôles secondaires qui existent, une population plutôt jeune, etc. Et donc un taux d'effort énergétique qui est un petit peu plus faible, parce qu'on n'est pas avec une ville-centre et des gens qui sont obligés de faire 30 ou 40 km dès qu'ils veulent faire quelque chose. Il y a des pôles secondaires qui permettent de limiter ces déplacements. C'est une mobilité aussi un petit peu particulière à laquelle on assiste, puisque même si les gens se déplacent de plus en plus loin, ils se déplacent en faisant de moins en moins d'activité physique. L'activité physique a été divisée par 10 en 200 ans et par 5 depuis 50 ans. Et la tendance est encore nettement à la baisse. Donc tout ça génère des problèmes de santé, des problèmes d'obésité ou autres qui sont pas non plus sans influence sur la qualité de vie de l'ensemble de la population. Donc les axes de travail, je ne vais pas les détailler tous dans le détail, mais il y en a 5. Le premier axe, c'est la mobilité longue distance. Faciliter tout ce qui peut se faire de façon relativement densifiée, donc par le biais des transports en commun interurbains, par le biais des gares et des transports ferroviaires. L'axe numéro 2, c'est ce qui concerne les transports en commun de proximité et éventuellement tous les services de transport à la demande qu'on peut tenter de mettre en place en milieu rural. L'axe numéro 3, c'est le covoiturage. L'axe numéro 4, l'autopartage. Et l'axe numéro 5, c'est le développement des modes actifs. Donc je vais revenir sur certains de ces axes parce qu'il y en a qui sont peut-être
plus intéressants que d'autres par rapport à notre discussion d'aujourd'hui. Je vous laisse passer la diapo. En ce qui concerne les transports en commun, globalement, ils existent. Et là où on arrive encore à les faire tourner, fonctionner, c'est quand même une vraie chance, y compris en milieu rural. Et une vraie chance qui est pourtant largement sous-utilisée aujourd'hui par la population, puisqu'on a très, très souvent aujourd'hui des cars, ou même certaines fois des trains qui sont extrêmement peu remplis. La difficulté des transports en commun, c'est que c'est un mode de déplacement qui n'est adapté qu'à des flux massifiés, à la fois sur la géographie, du point A au point B, et aussi dans le temps. C'est-à-dire que même si c'est massifié, si c'est un petit peu trop réparti, on a du mal à proposer à un coût raisonnable en face un service qui soit pertinent. Et ces flux massifiés géographiques et temporels sont extrêmement rares en milieu peu dense, évidemment. À noter aussi que les transports en commun peuvent très vite trouver des limites économiques et même environnementales. C'est-à-dire que si vous faites circuler un car avec 4 personnes dedans, c'est un transport collectif, mais bien évidemment, votre impact énergétique, votre impact environnemental est mauvais par rapport à un covoiturage bien mené. Donc voilà, il y a des modes de transport qui peuvent paraître écologiques, mais qui ne sont pas forcément pertinents partout si les taux de remplissage sont trop faibles. En ce qui concerne le transport à la demande, il a des intérêts en milieu rural, bien évidemment, essentiellement d'ailleurs avec une fonction plutôt sociale, pour permettre un certain nombre de déplacements nécessaires à des gens qui sont pas motorisés ou peu motorisés. Par contre, il peut avoir un coût élevé selon les formules qu'on essaye de mettre en place, et donc a priori plus facile de le réserver sur des flux quand même à peu près bien identifiés, c'est-à-dire éventuellement l'acheminement vers le marché local, etc. C'est-à-dire qu'on aura une population de départ qui va être un petit peu dispersée, mais malgré tout un point d'arrivée qui sera lui unique, et donc ça va faciliter l'optimisation des trajets. En ce qui concerne le covoiturage, c'est vraiment en milieu rural un mode de déplacement qui a un potentiel de développement extrêmement élevé, qui peut prendre des formes et des usages multiples. Donc ça peut être du covoiturage pour aller travailler, ça peut être du covoiturage d'entraide à vocation plutôt sociale, ça peut être aussi du covoiturage entre amis ou pour des sorties de loisirs. Puis on peut aussi envisager, ça se fait à certains endroits, du stop spontané ou un petit peu légèrement encadré. On en reparlera tout à l'heure, donc je détaille pas plus. Bon, plus aussi des choses dont vous avez peut-être entendu parler, de type covoiturage en temps réel, utilisant les téléphones portables ou autres. Bon, c'est des choses qui sont potentiellement amenées à se développer. Donc on peut être sur des choses totalement informelles, des choses que la collectivité contribue à encadrer et à organiser un petit peu, et puis peut-être bientôt des choses un peu plus sophistiquées et techniques. Important à noter sur les facteurs clés de succès en matière de covoiturage, la nécessité absolue d'animer le dispositif, déjà parce qu'il faut vaincre un certain nombre de freins psychologiques, la peur de l'autre, partager sa voiture avec quelqu'un, etc. Donc c'est pas forcément évident. Il faut faire connaître le service, donner envie de l'utiliser, en montrer aussi les intérêts, notamment économiques. Et puis au niveau de la collectivité, on peut aider par la mise en place d'un site internet de mise en relation ou par le biais de parkings de covoiturage identifiés. On a vu ce matin, pas très loin d'ici, donc c'est des éléments qui aident et qui contribuent à son développement. Le potentiel de croissance peut être extrêmement fort. Vous avez sur ce graphique l'évolution du covoiturage sur des zones d'activité qui ont mis en place des plans de déplacement d'entreprise ou inter-entreprise. Donc on part d'une situation zéro en bleu où on regarde au moment où l'entreprise ou la zone d'activité démarre sa réflexion, quelle est la part du covoiturage. En vert, vous avez le potentiel qu'on peut estimer en tant que bureau d'études
par rapport à la géolocalisation des personnes, à leur zone de travail, etc. Et puis en rouge, vous avez les résultats à l'issue des démarches d'animation. Vous vous rendez compte que, par exemple, sur un secteur comme la plaine de l'Ain, vous passez en peu de temps de 7% à pratiquement 23% de covoiturage, avec des moyens finalement extrêmement limités. Donc c'est un saut qu'on constate rarement sur d'autres modes. Enfin, il faut se battre sur du transport en commun pour gagner quelques points. Pouvoir passer de 7 à 23%, c'est gigantesque. Et ça se fait essentiellement par de l'animation. En ce qui concerne les modes actifs, le message, c'est de surtout pas les négliger, même en milieu rural, parce que même sur ces secteurs-là, les 2/3 des déplacements font moins de 5 km. Et bien qu'ils fassent moins de 5 km, on est sur un niveau de part modale de la voiture qui est autour de 80% en général. Et si on restreint au déplacement de 1 km, on a encore une part modale de la voiture qui est de 40%, ce qui est d'un impact environnemental relativement catastrophique, impact santé relativement catastrophique également, et qui correspond tout à fait à la zone de pertinence et de développement des modes actifs. Pour favoriser le développement des modes actifs, il y a bien entendu besoin d'un certain nombre de mesures d'infrastructure de type bande cyclable, piste cyclable, mesures de réduction de la vitesse, arceaux de stationnement devant l'école, devant la mairie, etc. Il faut aussi un accompagnement, comme pour le covoiturage, c'est-à-dire qu'il faut redonner envie aux gens de le faire. Il faut éventuellement même leur réapprendre à utiliser le vélo dans la circulation, pour ceux qui ont arrêté d'en faire pendant de longues années. Il faut communiquer sur le risque. Le risque existe, mais c'est pas suicidaire de faire du vélo, donc il y a des données, il y a des chiffres, il y a des explications à donner. Donc voilà, il faut accompagner. Il faut accompagner pour lever l'ensemble de ces freins. Et le développement possible en appui de tout ça du véhicule assistance électrique, dont vous savez que les ventes explosent depuis un certain temps. C'est vrai qu'il peut avoir des avantages dans tout un tas de milieux, à la fois parce qu'il permet de s'affranchir en grande partie du relief, et parce qu'il permet d'utiliser les modes doux sur des distances un petit peu plus longues, jusqu'à 7-8 km avec un véhicule d'assistance électrique. Vous pouvez aller travailler tous les jours sans difficulté majeure. En ce qui concerne les autres mesures d'accompagnement, il y a bien entendu tout un tas de mesures qui sont liées à l'information. Aujourd'hui, c'est un point dur du développement des modes alternatifs, parce qu'on a une configuration qui fait qu'on chevauche les compétences de la région pour le train, les compétences du département pour les transports interurbains ou pour les transports scolaires, les compétences tout à fait locales, là où il peut y avoir du transport à la demande ou du transport urbain. Donc il y a une lisibilité du réseau, une intermodalité qui ne va pas forcément de soi. Donc il faut tenter de trouver les moyens d'aplanir ces difficultés-là. On peut aussi passer par de l'accompagnement individuel, c'est-à-dire si on veut que les services existants déjà aujourd'hui soient plus utilisés et que les services qui seraient amenés à se mettre en œuvre le soient également, il faut accompagner les gens, il faut communiquer sur les questions d'environnement, de santé individuelle, etc. Enfin, tout ça ne va pas de soi, et c'est un élément qu'on ne peut surtout pas négliger dans une politique de mobilité. La réduction des vitesses, j'en ai parlé tout à l'heure. En ce qui concerne l'aménagement du territoire, il y a à court terme des leviers facilement accessibles à travers les politiques de stationnement. La façon dont vous autorisez ou pas le stationnement dans les zones sensibles ou dans les centres-villes a un impact fort sur toute la chaîne. Et puis, si on raisonne à plus ou moins long terme, il y a évidemment tout ce qui touche à l'urbanisme,
à la mise en œuvre des PLU, etc., où les mesures qui sont prises en matière de densité, de mixité, d'accessibilité sont des mesures extrêmement engageantes pour l'avenir, parce que selon les choix urbanistiques qui seront faits, selon l'évolution des densités que vous allez intégrer dans vos prévisions, vous vous donnerez les moyens ou pas de réduire votre dépendance au pétrole et à la voiture.